Depuis plusieurs jours, voire des semaines, depuis le début de tout cela au Venezuela, l'enlèvement de Nicolás Maduro. Et cela a continué avec ces attaques qui semblent de plus en plus imminentes de la part des États-Unis contre l'Iran. Depuis que l'Empire s'est réveillé dans sa lutte pour l'hégémonie, qu'il semblait avoir complètement perdu, mais maintenant il se bat pour ses quelques restes, pour retrouver le pouvoir qu'il a eu un jour. Et peut-être même un petit peu plus encore. Mais depuis que tout cela a commencé à se produire, permettez-moi de vous dire que j'ai été absolument stupéfaite en lisant certains commentaires et très peinée, en partie aussi à propos de la Fédération de Russie, de la Chine, de la trahison des deux et tout particulièrement de la Russie. Au début, cela concernait le Venezuela, mais maintenant nous sommes en train de le revivre avec la question de l'Iran. Alors permettez-moi de vous dire quelque chose qui me semble absolument nécessaire. Et je vais m'exprimer calmement parce que je suis moi et ma circonstance. Sur cette chaîne, nous n'avons pas l'intention de jouer à quelque type de révolution que ce soit. Ici, nous venons analyser, vous et moi, la géopolitique du point de vue de la réelle politique. C'est-à-dire en partant du principe que chaque État n'a que ses propres intérêts, mais permettez-moi de vous dire que je n'accepte pas que l'on accuse la Fédération de Russie d'être un pays qui ait trahi qui que ce soit. Depuis le début de son existence, la Russie a eu plusieurs différends avec les États-Unis en particulier. Tout d'abord, la Russie n'a jamais été un empire dans le sens de vouloir aller au-delà, coloniser ou envahir d'autres territoires. C'est-à-dire qu'il y a eu l'Empire russe, mais il était très différent de ce que l'on connaît comme d'autres empires et de ce que nous comprenons aujourd'hui par impérialisme. La Russie n'a pas de prétentions impérialistes. Je crois que déjà à l'époque de l'Union soviétique, cela me faisait mal, surtout venant de la communauté latino-américaine. Entre les Russes et les Latinos, je pense que nous nous sommes plutôt bien compris. Parce que cette même misère, dans le sens où on essayait tout le temps de nous traiter comme si nous étions des citoyens de seconde zone. De la part de l'Occident collectif, cela a été vécu autant en Russie, qui est restée comme l'héritière de l'Union soviétique. Comme dans la grande majorité des pays d'Amérique latine, ils ont essayé de venir ici en Russie et là-bas en Amérique latine. Aussi, pour s'essuyer les bottes avec notre sueur et notre sang, nous arracher notre territoire, nos ressources. Parfois cela a marché, mais pour la Fédération de Russie, cela se retourne maintenant contre eux. Je comprends tout cet appel dans de nombreux pays d'Amérique latine. Eh bien, là où l'on veut et où l'on prétend que la Russie vienne sauver tout le monde et que la Russie vienne d'une certaine manière assurer cette existence pacifique du monde. Je comprends tout. Et avec toute la douleur dans mon cœur, je dois dire que ce n'est pas possible, et si je vous disais le contraire, je mentirais. Je ne dis pas cela parce que la Russie n'aimerait pas le faire, je le dis parce que la géopolitique est aussi dure que ça. Et la Russie a les désirs d'un côté et les ressources de l'autre, elle fait tout ce qu'elle peut. La Russie est l'un des meilleurs alliés qu'on puisse imaginer, la Russie a été là pour Cuba, la Russie a été là pour le Venezuela jusqu'aux dernières circonstances. Elle a apporté toutes sortes de soutiens, un soutien économique, un soutien logistique. Je ne parle pas seulement de ces moments. Depuis l'enlèvement de Nicolás Maduro, on ne considère que la façon dont celui-ci s'est déroulé. Quand la Russie, je le répète, a apporté son soutien par des spécialistes militaires dans chaque secteur. Sur cette chaîne, il y a une infinité de vidéos expliquant pourquoi ils sont venus et ce qu'ils faisaient exactement. Y compris le groupe Wagner qui avait une mission spécifique là-bas, mais c'était un petit contingent militaire chargé de former des cadres au Venezuela. La défense aérienne n'était apparemment pas activée. Qui devait le faire? La Fédération de Russie, peu probable. Passons maintenant au sujet de l'Iran. La Russie a soutenu l'Iran en respectant chacun de ses engagements envers l'Iran. Le traité stratégique que la Russie recherchait depuis des années a enfin été signé récemment. Depuis l'Iran, lorsque la Russie lui a effectivement proposé de lui fournir une sorte de système de défense aérienne. Ils ont ignoré la situation
et ont refusé de reconnaître le problème. Chaque pays a ses intérêts, ce qui est compréhensible depuis cette chaîne. Il est compréhensible que la Chine et la Russie agissent selon leurs intérêts respectifs. Mais la Fédération de Russie n'a absolument trahi personne et à tout moment, elle a tenu tête à l'Occident collectif avec tous les moyens dont elle disposait. Ce qu'il faut, c'est prendre en compte cela si nous voulons analyser la réalité et nous comporter en adultes. Aller au-delà du slogan pittoresque et du « allons-y ceci, allons-y cela » en avant pour la révolution maximale. Sinon, je le répète, il faut garder les pieds sur terre et effectivement voir comment est le monde autour de nous. Nous devons comprendre que l'Amérique latine n'a historiquement pas été la zone d'influence de la Fédération de Russie. En fait, l'Union soviétique a effectivement essayé d'y avoir de petits pays comme zone d'influence, mais les États-Unis ont également été présents là-bas. Eh bien, pourquoi disons-nous que la Russie ne veut pas que l'Ukraine ait la présence de troupes de l'OTAN, ni d'armement de l'OTAN, et encore moins la possibilité d'avoir des armes nucléaires de l'OTAN? Les États-Unis accepteraient-ils que la Russie fasse cela au Mexique, même pour éviter de déstabiliser la région? Parce qu'ils savent parfaitement qu'au niveau diplomatique, ils peuvent avoir de meilleures relations et de plus en plus bonnes avec la grande majorité des pays d'Amérique latine. Mais ils ne peuvent pas non plus faire certains mouvements militaires sans finir par nuire, en premier lieu, aux pays qui les accueillent. Ce peut être le Mexique ou le Venezuela, car les États-Unis voient cette région comme leur zone d'influence. Il faut peu à peu résister à l'Empire, ce qui commence à se faire. Je vous rappelle que la Fédération de Russie est le seul pays qui, en ce moment, lutte contre tout l'Occident collectif en Ukraine. Parce qu'elle ne se bat pas contre des militaires ukrainiens, elle se bat contre toute l'alliance de l'Atlantique Nord et elle le fait pour tous les autres. Quoi qu'il advienne en Ukraine, cela influencera forcément la répartition du pouvoir à l'international. Cela va influencer ce qui se passe au Venezuela, cela va influencer ce qui se passe en Iran, cela va finalement influencer au niveau mondial et c'est la Russie qui fait cela pratiquement seule. Oui, la Chine soutient, oui, la Chine achète du pétrole et vend aussi des drones à l'Ukraine et depuis la Russie, on ne dit absolument rien à ce sujet. Et Poutine l'appelle toujours son grand ami car c'est un homme d'État international. C'est un leader qui comprend parfaitement que tu ne peux pas demander à un autre pays, aux Chinois, d'être plus russe que les Russes, c'est absolument impossible. Ce que les Russes doivent faire, c'est défendre les intérêts de la Russie, qui dans ce cas sont aussi les intérêts de la justice internationale. Parce qu'en face de cela, on a Donald Trump qui dit « je vais faire ce qui me chante » et il le dit d'une manière absolument négative. Ici, nous ne respectons plus le droit international, affirme Donald Trump, et les États-Unis suivent désormais leur propre morale. Ce qui nous chante, je le répète, c'est totalement inconcevable vu de la Russie. On essaye d'établir des règles, on essaye de créer toutes sortes de normes. La légalité internationale a toujours été respectée autant que possible. Même lorsque ceux d'en face ne l'ont absolument pas respectée. Donc, je ne le dis pas seulement d'un point de vue émotionnel, même si cela me fait aussi mal à l'âme qu'on dise que la Russie a trahi absolument quelqu'un, alors qu'ici, là où je me trouve en ce moment, dans le Donbass, des soldats russes meurent par dizaines jour après jour, et c'est une guerre très dure. Des familles russes perdent des proches, tandis que des camarades latino-américains combattent aussi. Bien sûr, Alexis Castillo est mort en étant espagnol, colombien et russe, et aussi citoyen de l'ancienne République populaire de Donetsk, puisqu'il avait déjà le passeport, mais au moment où il n'était plus officiellement reconnu. Elle a cessé d'exister car déjà intégrée à la Fédération de Russie, qui la reconnaissait, mais il est mort comme russe. C'était un camarade, il venait de Colombie et effectivement, il comprenait une chose fondamentale pour laquelle je me souviens, il se battait. Allons-y, en quantité énorme. Elle se disputait souvent avec ses camarades communistes, surtout les plus fervents, qui affirmaient « La Russie est un pays impérialiste » et elle répliquait « Tu es idiot, tu ne comprends rien ». La Russie ne veut être l'empire de personne, elle a ses zones d'influence et ce qu'elle veut, c'est maintenir un ordre stable dans le monde, qu'il y ait des règles claires et que surtout, les peuples et la souveraineté des pays soient respectés. C'est-à-dire
que ce soit les nations elles-mêmes qui puissent choisir leur destin et qu'elles doivent être respectées. L'Occident collectif ne respecte pas d'abord, mais il s'agit d'être respecté mondialement. Se respecter et être respecté. C'est la seule chose que la Fédération de Russie a portée comme bannière, surtout ces dernières années, surtout depuis le début du gouvernement de Vladimir Poutine. Alors, permettez-moi de vous dire qu'en premier lieu, la Russie, comme certains l'ont bien dit dans les commentaires, ne peut pas être partout. Ce n'est pas Dieu qui voit tout, comprend tout et agit contre tout. Elle fait exactement ce qu'elle peut. Et je pense que très souvent, elle dépasse même ses propres capacités et finit par en payer le prix. Mais vraiment, la prochaine fois qu'on essaiera de critiquer la Fédération de Russie, qui sont mes compatriotes, tout d'abord comme des traîtres à on ne sait trop quoi. Que la personne en question se souvienne où se trouvent les Russes en ce moment, contre qui les Russes se battent, de quelle manière les Russes se battent et en quelle quantité ils le font. Parce qu'ici, il n'y a pas que quelques personnes. Ici, une partie importante du pays est directement sur le front, risquant sa vie. Non seulement pour la sécurité de la Fédération de Russie, mais aussi pour un monde meilleur pour tous. Et en Iran, on fait ce qu'on peut en même temps. Au Venezuela aussi, on fait ce qu'on peut en même temps. Mais je pense aussi qu'il faut enlever un peu de responsabilité internationale à la Fédération de Russie et de temps en temps la mettre sur les épaules de nos propres pays. Toujours en essayant effectivement de chercher une alliance globale, et en premier lieu, les pays d'Amérique latine devraient chercher cette alliance globale entre eux. Face à l'Empire qui essaie de plus en plus de s'emparer de leurs ressources et de leur territoire. En définitive, il semble que le dragon américain se soit réveillé. Voyons jusqu'où ira son énergie. La responsabilité incombe aussi aux pays d'Amérique latine. J'espère que cela sera possible. Lui résister fermement et rejeter l'Empire, avec l'aide de la Fédération de Russie, exige du respect de soi. C'est pourquoi j'y crois. Au lieu de chercher des traîtres parmi nous, nous devrions apprendre à respirer calmement et penser que l'histoire ne fait que commencer. Ce n'est que le début de la construction du monde multipolaire. Et maintenant, même si tout semble perdu, ce n'est que le début de la bataille. Tout le reste viendra et nous verrons quelles en seront les conséquences. Et pourquoi, je ne peux en dire plus. Et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à ce moment, car j'avais vraiment besoin de le dire impérativement. J'espère que ma position est maintenant claire.